bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette restitution de notre commission IA at Work qui a été donc mentorée par le BCG. Alors c'est une commission qui a eu beaucoup de succès puisqu'on a eu plus d'une vingtaine de membres qui sont venus travailler avec nous sur ce sujet. Et on s'est posé la question de savoir en quoi l'IA allait pouvoir redessiner le monde du travail, que ce soit du point de vue du collaborateur, des fonctions en entreprise, voire même du business model. Alors autour de cette table, nous avons Vinciane Bochen, qui a mentoré cette commission télécom. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu es Managing Director and Partner chez OBCG. Et tu nous restitueras les principaux enseignements de la commission. Tout à fait. Luc Barneau, qui est Group Chief Data and AI Officer du groupe BPCE. Pierre Bosquet, qui est partner chez PricewaterhouseCoopers. Cathy Brem, qui est Head of Innovation chez France TV. Et pour réagir à nos débats, nous aurons deux grands témoins. Magali Dansac, qui est avocate chez Baker McKinsey, et également Yann Fergusson, qui est directeur scientifique du labo IA de l'INRIA. Et donc, effectivement, toutes ces personnes sont intervenues sur la commission et je vous remercie tous vraiment. Je vais tout de suite te passer la parole, Vinciane, pour restituer assez rapidement. On a très peu de temps. Donc, je te laisse la parole pour restituer. Je vais faire vite pour lancer les débats. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Alors oui, l'IA au travail, qu'est-ce qui a suscité l'intérêt pour cette discussion? J'ai eu l'occasion de le dire un petit peu plus tôt ce matin. Aujourd'hui, l'adoption n'est plus vraiment un sujet. C'était le sujet de 2024, mais aujourd'hui, on est à un salarié sur deux qui utilise l'IA régulièrement. Et ces salariés nous disent d'ailleurs qu'ils en voient déjà les bénéfices. En moyenne, 5 heures par semaine libérées par l'IA, c'est ce que déclarent les salariés. Et pourtant, quand on interroge les entreprises, elles nous disent « moi, je ne suis toujours pas passée à l'échelle, moi, je ne vois toujours pas la valeur, et pourtant, j'ai escompté beaucoup de valeur ». Et nous, on s'est dit, le problème fondamental, c'est que les gens ont abordé ce sujet comme un sujet de tech. Ils ont pris l'IA, ils ont fait des déploiements tech, ils ont développé des solutions, et ils ne se sont pas vraiment posé fondamentalement la question de ce que ça change au travail pour les salariés. Et c'est à ça qu'on a voulu s'attaquer un petit peu, en prenant notamment un certain nombre d'exemples très, très concrets d'entreprises telles qu'elles le vivaient. Et on a pris 3 scénarios. Premier scénario, le scénario de l'humain augmenté. Le scénario où l'humain est avec l'IA comme un exosquelette, où il arrive à utiliser l'IA pour faire mieux, plus fort, plus vite ce qu'il faisait auparavant. Quel est l'impact de ça? Comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'on accompagne le changement dans le travail? Deuxième scénario, l'humain déplacé. Pas remplacé, déplacé, parce qu'on parle de l'humain et pas de son rôle. Il y a un certain nombre de rôles où l'IA va faire aussi bien, si ce n'est mieux, que l'humain demain. Que devient l'humain en question? Comment est-ce qu'on revient sur ses compétences, sur ce socle de compétences de base pour le déplacer vers les endroits où l'humain a encore un avantage compétitif, où il fait encore la différence? Et enfin, dernier scénario, le nouvel humain ou les nouvelles opportunités en tout cas qui vont être générées par l'IA. L'IA développe des nouveaux business models. Quels sont-ils? Quels sont les rôles de demain où l'humain gardera cet avantage unique, cette différenciation, cette touche humaine qui fait la différence? Voilà les 3 scénarios qu'on a regardés. Il y a évidemment en filigrane quelques choses qui sont constantes, la nécessité de former les dirigeants, la nécessité de mettre en place une gouvernance pour être capable de mesurer la valeur, la nécessité de construire un muscle d'expérimentation. Mais c'est un petit peu autour de ces 3 scénarios qu'on va discuter aujourd'hui. Et je vous propose justement maintenant de regarder un peu plus ces scénarios avec chacun d'entre vous. Donc sur l'IA qui augmente l'humain, Luc, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les applications concrètes que tu anticipes pour BPCE, tant du point de vue finalement des prestations que des processus, et dans un environnement quand même complexe qui est celui de la banque? C'est vrai, oui. Alors, le groupe BPCE, c'est le groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'acronyme. Donc, effectivement, dans la banque, on n'est pas étranger à la data, à l'intelligence artificielle, parce qu'on génère énormément et on manipule énormément de data. Juste un chiffre, le groupe comme BPCE, c'est 11 milliards de transactions processés chaque année, que ce soit des paiements cartes bancaires ou des virements. Donc le big data, ça nous connaît, sachant qu'à chacune de ces transactions, il y a beaucoup de métadonnées, d'attributs qui sont concernés. Donc on a commencé depuis maintenant pas mal d'années à faire de l'IA ancienne génération, je dirais le machine learning, pour, par exemple, sur les transactions, essayer de détecter les fraudes, mais aussi sur d'autres processus métiers. On gère encore beaucoup de documents, même si on a beaucoup digitalisé nos métiers. Et donc, on utilise classiquement le machine learning et le deep learning pour analyser les documents. Mais il y a 2 ans, il y a ChatGPT qui est arrivé.
Et donc on voit vraiment ChatGPT comme une rupture. Alors pas une rupture de ChatGPT vu comme quelque chose d'isolé, mais ChatGPT complétant, ChatGPT je dis l'IA générative, hein, voilà. L'IA générative complétant finalement d'autres technologies, machine learning, les technologies digitales ou informatiques plus largement, pour vraiment transformer. Et donc je reprends tout à fait ce qui a été adopté et ce qui a été dit par Vinciane tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, dans notre plan stratégique, on a vraiment une stratégie et une mise en mouvement, je dirais, sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est l'IA pour tous, parce qu'on considère que l'IA générative, ça doit devenir un standard. Il y avait quelques mois une publication d'une étude qui montrait que 99% des étudiants en grandes écoles en France ou en université utilisaient l'IA générative, et même 92% de manière très intensive. Donc si vous leur expliquez qu'ils ont fait ça pendant leur vie étudiante, mais dès qu'ils rejoignent un groupe comme BPCE, ils abandonnent toutes leurs habitudes, ça va être un peu plus compliqué. Et puis on vise un peu plus que le 1% ou les 8% pour attirer de nouveaux talents. Donc il y a un premier enjeu, finalement, c'est de mettre à disposition de nos collaborateurs le meilleur des services pour faciliter leur vie au quotidien, pour plus de satisfaction, plus de l'attraction de nouveaux talents et la rétention de talents. Mais cet enjeu d'adoption, c'est un enjeu 2024. Alors, on n'a pas tout à fait fini, hein, donc c'est bien sûr quelque chose qu'il faut poursuivre. Mais on a vraiment envie maintenant de rentrer dans la seconde étape et le second pilier qui est l'IA transformante. Et donc je dis l'IA, mais je devrais dire les IA, plus le digital, plus la technologie. Et là, je crois que ça a été dit par Vincent ce matin, on n'a pas envie de se disperser, donc on ne communique pas sur on a 1500 cas d'usage, 2800 cas d'usage. On a dit, nous, on a 5 domaines qu'on veut vraiment transformer à base d'IA. Donc je vais rapidement les citer. Donc c'est l'IA pour les conseillers, c'est 35 000 conseillers hein, dans un groupe comme Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Donc on se dit, si on peut l'apporter de la simplification et de l'amplification du tout le processus vente et de comment je vais de la vente à mes middle office, mes back office et mes systèmes de risque, on aura vraiment eu un impact, une valeur économique générée. Donc c'est je prépare mon entretien, je suis plus performant pendant mon entretien, j'ai mon traitement post-entretien, les comptes rendus, etc. Et puis je passe le relais au middle, back office ou la direction des risques de manière beaucoup plus fluide, organisée autour de la data, de la prédiction de machine learning et l'IA générative. Premier sujet. Deuxième sujet, l'IA pour les clients. Aujourd'hui, on a 13 millions de clients qui sont actifs sur nos applications mobiles. L'application mobile, c'est de la data, hein, c'est de la prédiction, c'est de l'engagement client. Et on se dit que l'intelligence artificielle générative peut être un vrai game changer pour simplifier encore l'application, l'expérience digitale de nos clients. On veut mettre de plus en plus de services dans l'application mobile et donc il faut qu'on ait en contrepartie des éléments qui simplifient l'expérience de nos clients. Mais on se dit aussi que ça va amplifier la valeur en allant des nouveaux services. On a des services de type coach dépenses, etc., sous-jacents avec de la data et de machine learning. On dit si on a du conversationnel au-dessus de l'IA générative, on aura gagné. Et puis je cite juste les 3 derniers, parce que je crois que j'ai pris un peu de temps. C'est l'IA au service de nos centres de relations. On gère 12 millions d'appels dans nos métiers spécialisés. On voit bien que l'IA peut apporter du confort pour les téléconseillers et de l'automatisation dans un certain nombre de cas pour plus de souplesse vis-à-vis de nos clients. C'est l'IA pour la fraude. J'en ai parlé tout à l'heure, comme on avait déjà beaucoup de vécu sur la fraude pour détecter les alertes. On pense que l'IA générative nous permettra de mieux traiter les alertes. Parce que finalement, si on regarde le processus de bout en bout, il faut détecter, mais après il faut traiter pour lever le doute pour ce qui est soupçonné d'être une fraude. Puis dernier sujet, on est une industrie qui est très informatisée, on a 5000 développeurs dans le groupe, et donc l'IA au service de nos usines logicielles et de nos services d'infrastructure est aussi un élément sur lequel on veut concentrer nos efforts. Donc voilà, 5 grands domaines, mais ce n'est pas du tout la totalité de nos business process. L'idée à 2026 de vraiment travailler ces 5 sujets-là et de passer à l'échelle dans la seconde phase de notre plan stratégique. Merci beaucoup. Tu parlais d'IA en scène génération. Alors justement, ça nous permet de passer sur la révolution de la GenAI et notamment lors de la commission, vous nous avez dit qu'il y avait une particularité sur cette révolution GenAI et notamment qu'elle était bottom-up. Oui, c'est vrai. L'IA générative, on l'oublie, hein, ça a 2 ans. Hein, on fête quasiment à l'anniversaire, hein, c'était le 30 novembre 2022. Et c'est un peu ce qu'on considère comme le temps smartphone hein, de l'IA. C'est-à-dire que là où auparavant, pour la majorité des gens, l'IA, c'était un sujet de science-fiction qu'on voyait sur grand écran, eh bien maintenant c'est un sujet qu'il y a dans votre poche. Donc ça, c'est évidemment, ça change beaucoup et vous avez donné les chiffres. Auparavant, on estimait que moins de 1% des travailleurs français pouvaient dire « je travaille avec l'IA ». Désormais, on estime que 50% des salariés français ont au moins essayé l'intelligence artificielle au travail. Le deuxième élément qui est vraiment différent par rapport à l'IA, c'est que là où le moins de 1%, c'était exclusivement des initiatives d'employeurs, le 50%, c'est massivement des initiatives d'employés. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup d'entreprises, d'organisations qui vous parlent de la façon dont ils pilotent le changement, mais la réalité peut-être temporaire de l'IA au travail aujourd'hui, ce sont des employés qui utilisent une solution qui échappe à l'employeur et qui le font en cachette.
Hein, 55% des salariés français qui ont utilisé l'IA ne l'ont pas dit à leur manager. Et donc, on a quelque chose qui émerge des utilisateurs, des travailleurs eux-mêmes. Et quand on regarde sur quoi ils l'utilisent, c'est intéressant parce qu'ils vont en proportion égale sur la recherche de productivité et sur la recherche de créativité, sur des tâches créatives. Là où on avait fait vraiment de l'IA une nouvelle révolution dans la robotique, avec des gains de productivité sur des tâches à faible valeur ajoutée, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce terme, eh bien on se rend compte que spontanément, les employés vont sur des tâches à très haute valeur. Et donc là, ça pose la question de savoir si c'est toujours à l'employeur de piloter la valeur de l'IA, ou si c'est à l'employé de piloter la valeur de l'IA. Parce que finalement, je ne vais pas vous donner la réponse, parce qu'elle est un peu, évidemment, je vous rends bien compte que c'est un peu disruptif, mais si on regarde OpenAI, eh bien eux, ils ont déjà répondu. Ils ont sorti l'application il y a 2 ans, ils ont sorti le mode d'emploi il y a 1 an. Et comment ils ont eu le mode d'emploi? Par les utilisateurs. Donc eux, quelque part, ils vous donnent la réponse, ils vous disent, bah, nous, on a lancé un produit, on ne savait pas vraiment comment on pouvait en obtenir le meilleur, et c'est les utilisateurs qui l'ont trouvé. Dernière chose qui est vraiment différent, c'est que cette solution, cette forme d'automatisation est différente parce qu'elle convoque de manière extrêmement avancée la coopération humain-machine. Il y a eu un dernier benchmark qui est sorti, OpenAI a sorti un benchmark qui s'appelle Sample QIA le 30 octobre. Elle dit la meilleure solution du marché aujourd'hui, elle a 47% de vérité. Voilà, 47%, la solution grand public. Après, on peut faire des solutions maison qu'on va essayer de fine-tuner, d'affiner pour que ce soit un peu plus proche. Mais ce n'est pas dans la nature de cette solution de dire la vérité. Et quelque part, comment on compense le dernier kilomètre de la vraisemblance vers la vérité dans des compétences humaines, dans sa capacité à développer un sens critique. Et on n'a jamais entendu parler de cette compétence comme étant le sens critique. Or, cette compétence, toutes les études montrent qu'elle n'est pas transmise en l'état à l'école. Hein, les enseignants estiment que mieux connaître les méthodes scientifiques infuse de manière spontanée une compétence critique sur le plan global. Or, ce n'est pas vrai. Toutes les études montrent qu'aujourd'hui, il est essentiel de faire de la compétence critique un enseignement en soi dans toutes les disciplines. Donc, on est en train de convoquer comme réponse à la limite actuelle de l'IA générative qui peut être améliorée, mais encore une fois, ce n'est pas dans sa nature de dire la vérité, une compétence qui n'est pas encore transmise, et donc on est en train de demander aux collaborateurs de mobiliser une compétence qui aujourd'hui est encore un petit peu approximative, allusive dans les enseignements. Donc voilà un peu les 3 grands éléments clés, je pense, de la transformation de l'IA générative. Merci beaucoup. Vinciane, ton rebond là-dessus? Peut-être oui, pour réagir sur le débat, est-ce que c'est à l'employeur ou à l'employé de piloter la valeur ajoutée de l'IA? Nous, en tout cas, ce qu'on observe, c'est sur ces 5 heures que j'évoquais du salarié qui, en utilisant l'IA, libère 5 heures, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites de ces 5 heures? Et alors là, les réponses vont dans tous les sens. Certains rentrent plutôt chez eux, certains font plus de choses, certains se développent, se forment, certains font plus vite les choses, certains font de nouvelles choses, ça part dans tous les sens. La réalité, c'est que du coup, au niveau de l'entreprise, c'est très très difficile à capturer parce que c'est totalement diffus et ça repart quelque part dans l'entreprise. Et donc, nous, notre conviction, c'est que c'est évidemment très très important d'avoir cette notion d'autonomie. Il faut que les salariés aient une forme d'autonomie dans leur utilisation de l'IA parce que sinon on n'ira pas assez vite et on ira moins vite que la tech. Par contre, les dirigeants ne peuvent pas s'affranchir d'avoir une vraie vision sur où est-ce qu'ils veulent réinvestir ce temps, cette énergie qui est libérée par l'IA. Et donc c'est cette notion de, il faut que l'autonomie, ce soit aussi avec de l'alignement. Il faut qu'il y ait un alignement, une vision sur voilà où se trouve la valeur et voilà où on va essayer de réinvestir cette énergie. Merci beaucoup. Alors concernant le deuxième point, donc l'IA qui transforme les fonctions, on va l'appeler comme ça. Pierre, tu nous as dit notamment, toi, que vous aviez fait pas mal d'expériences d'implémentation de l'IA dans les fonctions juridiques. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça modifie de ces fonctions juridiques, l'IA? Alors, ça modifie 3 choses, mais c'est souvent le cas. La première chose, c'est que ça permet d'aller plus vite. Bon, les gains de temps, on en parle. Ça permet d'augmenter la qualité et, en l'occurrence, ça permet aussi d'augmenter la satisfaction des clients internes des départements juridiques. Alors, comment est-ce qu'on procède pour arriver à cette finalité? En l'occurrence, je vais prendre l'exemple d'une autre grande banque française. Dans des ateliers, on a essayé, donc, sur tous les processus, de trouver comment est-ce qu'on pouvait améliorer ces processus au sens large, faire des gains, on va dire.
Et ensuite, donc avec les personnes qui participent et des experts qui connaissent les cas d'usage de l'IA, en l'occurrence, ce n'était pas Copilot, c'était Harvey.ai, donc une IA spécialisée dans le domaine juridique. On a regardé les livrables donc en fin de processus. Ils ont été regardés par des experts et classés en différentes catégories, donc applicables, les processus sur lesquels ils ont été retenus, d'autres où en fait ça ne marchait pas du tout. Donc on a segmenté les résultats et on s'est aperçu que ça marchait quand même mieux sur les tâches, on va dire, très transactionnelles, très répétitives. Le volume est très important pour faire des gains, il faut qu'il y ait du volume et que ça soit relativement simple. Donc c'est là qu'ont été faits, certes, des gains de temps, puisque c'était l'objectif. On a à peu près divisé on a retiré 2/3 de temps pour faire les mêmes processus, on va dire, à basse valeur ajoutée. Mais à côté, on s'est aperçu que justement sur ces choses un peu rébarbatives, finalement l'IA permettait de gagner en précision et surtout, et c'est sans doute ça le meilleur, c'est que ça augmente la satisfaction des clients internes parce qu'on fait les choses plus vite. En fait, c'est plus réactif. Il se trouve du coup qu'en termes de gains, et la question que se posent toutes les entreprises, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire de véritables gains. Là, dans le domaine juridique, en fait, 1/3 des achats de prestations extérieures chez les avocats, dans les cabinets d'avocats, sont en fait des choses assez basse valeur ajoutée, donc payées finalement trop cher en externe, mais qui vient du fait que les départements, enfin en tout cas dans cette banque, le département juridique finalement n'a pas la taille qu'il devrait avoir. Donc les gains sont immédiats dans le sens où on économise directement sur les prestations externes. Bon. Alors cette transformation, si vous voulez la commencer chez vous, la réalité c'est qu'il faut commencer par tuer le mythe de l'IA qui ferait mieux que l'expert légal ou l'avocat expert. Pourquoi? Parce que quand on donne Harvey typiquement ou d'autres IA type Copilot à un avocat, en fait la première chose qu'il va démontrer, c'est que l'IA ne peut pas atteindre son domaine d'expertise, donc il va faire des interrogations sur des choses très compliquées. Et évidemment, c'est déceptif, et c'était d'ailleurs l'objectif qu'on essayait d'atteindre. Par contre, voilà, dans les départements juridiques, dans les départements légaux des grandes entreprises, en fait, il y a tout un paquet de choses qui sont assez transactionnelles, ne serait-ce que la révision des contrats. Là, c'est vraiment le domaine le maître d'application. Vous avez des forces de vente qui veulent vendre immédiatement, mais elles doivent faire vérifier leur contrat, surtout si elles ont des clauses qui changent par rapport au template. Bon. Et ben, typiquement, ici, ça, c'est du volume. Ça permet d'être fait donc rapidement, mieux, parce que du coup c'est quand même un peu rébarbatif, et surtout ça permet aux forces de vente de conclure plus rapidement leur contrat. Donc voilà, il y a un rapprochement aussi sur la top line. Alors l'approche, bon, c'est toujours un peu la même, hein, c'est la stratégie, c'est où est-ce qu'on va faire des gains. Ensuite, il faut une donnée de qualité, donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire dans un département légal? C'est qu'en fait, il faut quand même des bases de connaissances un peu structurées, mine de rien, tout simplement avoir ces frameworks de contrats et autres. C'est pas toujours le cas sur tous les contrats. Pour terminer, finalement, le plus important, c'est aussi l'adoption. Alors, il y a une adoption observée dans ces départements par les employés, mais celle-là, en quelque sorte, n'est pas recyclée en gain pour l'entreprise. Là, ici, on parle d'une adoption en termes d'équipe et sur un même process. Voilà. Après avoir identifié les quelques process qui font de la valeur, il faut que tout le monde dans l'équipe, le long de ce process, utilise l'IA, parce que le process est changé. Donc, ce n'est pas une automatisation d'un petit morceau de process. D'accord ? Le process est complètement changé, il est fait autrement. Donc voilà, l'adoption dans l'équipe, c'est ce qui est important. Merci beaucoup, ça c'est côté entreprise. Et finalement, du point de vue des avocats, c'est quoi la transformation de la matière juridique par l'IA ? Alors, d'abord, merci de me permettre de témoigner en qualité d'avocat et en effet d'apporter mon point de vue, aussi d'avocat qui aide des clients à déployer des projets et des solutions d'IA. Et j'ai aussi l'occasion de participer au déploiement de solutions dans le cabinet et donc de m'interroger sur ces problématiques. Et merci aussi de poser la question sous cet angle de la transformation de la matière juridique et non pas du remplacement de la fonction d'avocat et de juriste, parce que c'est profondément ce qu'on vit en ce moment.
C'est la matière qui se transforme, on est au cœur de cette transformation et on est encore en capacité d'influer sur les résultats de cette transformation. Il faut saisir les opportunités, il faut saisir toutes ces potentialités qu'offre l'IA aujourd'hui à la matière juridique. Il faut aussi identifier les risques et pour pouvoir les maîtriser. Ces risques, ils sont notamment liés au fait qu'on utilise l'IA pas seulement pour des tâches administratives, plus rébarbatives, chronophages, et pour celles-ci, c'est formidable qu'on ait aujourd'hui l'IA. Les bénéfices sont indéniables et je ne vais pas revenir dessus, ils sont aussi constatés dans les cabinets. Mais on utilise l'IA pour des tâches de réflexion, des tâches de rédaction de contrats complexes, de mise en place de listes, de recommandations pour une mise en conformité, de sélection de décisions de jurisprudence qui vont étayer une analyse de risque. Et pour pouvoir faire ça avec l'IA, parce que l'IA offre aujourd'hui ces possibilités, il faut pouvoir véritablement la cadrer et la maîtriser. Et pour cadrer l'IA, il faut avoir du recul sur la réponse qu'on attend de la part de l'IA. Et ce recul-là, pour l'avoir, il faut avoir une certaine expérience. Donc on arrive face à un constat qui est intéressant, qui est celui de la seniorisation, entre guillemets, de la fonction d'avocat et de juriste, et de la nécessité d'apprécier, d'évaluer le retour qui est fait de la part d'une IA générative, de prendre des décisions sur la base de ces résultats, d'être responsable des choix qui sont faits. Le risque avec l'IA générative, qui est quand même très très assertive, c'est de se faire piéger par des réponses apportées très rapidement, et on est toujours dans l'urgence, on a besoin d'être rapide, et finalement de créer des risques supplémentaires pour l'entreprise. Donc on a ce phénomène de seniorisation. Alors ça ne revient pas à dire que les ressources plus juniors et moins expérimentées vont être remplacées, vont disparaître. Elles sont toujours essentielles dans le dispositif, notamment parce que ce sont celles qui sont les plus à même de justement voir toutes les potentialités offertes par l'IA, de mieux la maîtriser, ou en tout cas de se former rapidement. Et ce sont aussi celles qui sont capables de présenter le résultat juridique d'une façon plus moderne, de penser legal design, qui lui aussi va être un des éléments de la transformation du métier juridique et qui va être aidé par l'IA. Une autre chose que je voulais mettre en avant et un point sur lequel je voulais rebondir, c'est la nécessité de sélectionner les sources, de s'appuyer sur des bases de données fiables, sécurisées encore une fois, d'intégrer cette dimension que l'on a dans l'environnement juridique qui est la nécessité de préserver la confidentialité, le secret, puisqu'on a également cette problématique-là, et d'assurer l'équilibre. Et ça, c'est un sujet qui est plus rarement évoqué, mais on a un besoin d'aller chercher dans des bases de réflexion différentes. Un juriste humain va raisonner, va fournir des solutions en utilisant sa connaissance juridique académique, théorique, en utilisant son expérience du terrain et en pensant à des cas similaires dans lesquels il a trouvé des solutions, en connaissant l'évolution réglementaire, en connaissant l'industrie de son client ou de l'entreprise dans laquelle il évolue. C'est ce mélange de sources et cette connaissance et cette expérience qui permet d'être précis sur la matière juridique. Donc, on va y arriver. Aujourd'hui, il nous semble qu'on n'a pas encore cet équilibre trouvé dans les outils qui existent sur le marché en matière juridique. On va y arriver vite. Et donc, c'est cette transition qu'il faut gérer avec précaution, en se disant que les résultats produits par l'intelligence artificielle générative aujourd'hui sont les bases de réflexion des IA de demain. Donc, il ne faut pas faire fausse route. Merci beaucoup Magali. Concernant notre dernier scénario, l'IA et les nouveaux business models, Cathy, est-ce que tu peux nous dire si effectivement dans les médias, l'IA remplace les métiers créatifs? Et qu'est-ce que ça change aussi dans les rôles, dans les pouvoirs, etc. Alors ça remplace peut-être les métiers créatifs à court terme, et effectivement c'est déjà le cas, mais certainement pas à long terme. Je ne sais pas quel est votre ressenti, mais moi personnellement je suis déjà fatiguée de voir mon fil LinkedIn rempli d'images générées par IA pour illustrer l'IA générative. Donc je pense qu'on ne pourra pas vivre pendant très très longtemps avec juste des œuvres artistiques générées par l'IA générative. Ce qui est sûr, c'est que les métiers créatifs sont peut-être ceux qui sont le plus impactés de façon visible par de toute façon l'évolution technologique. Si vous vous souvenez des architectes il y a 30 ans, ils étaient devant une planche à dessin avec un crayon. Aujourd'hui, ils ont des casques de réalité virtuelle pour concevoir leur maison. Eh bien, les métiers créatifs en général, c'est comme ça. Autrefois, il fallait plusieurs années pour faire un dessin animé parce qu'il fallait le dessiner. Donc aujourd'hui, avec les outils technologiques, tout ça, ça va beaucoup plus vite. En revanche, donc, autrefois, il fallait effectivement des études très très longues et très compliquées, parfois très coûteuses pour accéder à ces compétences. Donc aujourd'hui, ces compétences sont de plus en plus accessibles à un plus grand nombre. On a déjà vécu une première disruption qui était celle de la distribution, puisqu'autrefois, les créatifs étaient obligés d'être dans un média pour pouvoir accéder à une diffusion de leur contenu. Et bien,
déjà depuis 10 ans, avec les réseaux sociaux, ils peuvent diffuser leur contenu auprès de tout un chacun. Et bien aujourd'hui, avec les outils d'IA générative, ils accèdent à la création de façon beaucoup plus simple et la barrière d'entrée dans ces métiers-là est abaissée et on se retrouve vraiment avec un paradoxe dans des grands médias comme France Télévisions aujourd'hui, où à l'intérieur d'un média comme France Télévisions, les créatifs n'ont pas accès à des outils très très créatifs et très intéressants qui sont disponibles sur le marché, là où par exemple des artistes indépendants peuvent les utiliser sans problème. Ils ne se posent pas les questions que l'on se pose à l'intérieur de France Télévisions. On revient aux données qui ont entraîné les IA génératives, puisqu'en fait nous, par exemple, on s'interdit l'utilisation des outils d'IA génératives où on n'est pas sûr sur le copyright des images qui ont été utilisées pour les entraîner, là où un artiste indépendant peut les utiliser de façon beaucoup plus libre. Oui, donc on voit qu'effectivement de nouveaux business models émergent. Yann Fergusson, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les nouvelles formes de métiers qui émergent grâce à l'IA ? Oui, alors on parle beaucoup souvent des métiers détruits et puis on dit on passe à côté des métiers créés. Alors il y a évidemment tout un tas de métiers qui vont se créer autour de l'intelligence artificielle en lien avec la technologie elle-même. Il va y avoir au-delà des concepteurs, il va y avoir tout un travail de maintenance de ces systèmes, d'audit de ces systèmes. Dans le domaine du droit, il va y avoir énormément de compétences et de métiers qui vont être créés pour accompagner notamment le respect de la réglementation. On sait qu'on a un règlement européen qui est extrêmement avancé, qui va rentrer, qui sera opérationnel en 2026-2027. On est en train de valider les IA dits à risque inacceptable, et puis à partir de février, on va travailler sur les IA à haut risque. On est en train de mettre en place les autorités nationales de régulation, les centres d'évaluation, comme un peu des crash tests. Donc ça, c'est des nouveaux métiers. Et puis après, il y a les nouveaux types de métiers. C'est-à-dire finalement, comment ça peut nous transformer, nous tous. On sait qu'aujourd'hui, nous, au Laboria, on travaille moins sur des hypothèses de destruction massive. On est à peu près sur l'idée qu'un métier sur 10 potentiellement pourrait disparaître, mais que la moitié des métiers en France pourraient être transformés, c'est-à-dire au moins 50% des tâches qui concernent ce métier pourraient être concernées par l'introduction de l'IA. Et là, ce que l'on peut voir, c'est notamment un basculement pour tout un tas de métiers du profil de producteur au profil d'éditeur. C'est-à-dire là où auparavant on avait l'impression d'agir directement sur l'objet du travail, vous deviez écrire un mail, vous deviez écrire un rapport, un document, vous démarriez d'une feuille blanche ou de quelques éléments, et puis après il fallait écrire. Maintenant, quand vous êtes éditeur, vous passez commande. Et la façon de passer commande a un impact important. Et puis derrière, vous avez un résultat que vous allez discuter, contrôler, vérifier, peut-être repenser. Mais en tout cas, vous êtes davantage dans cette disposition-là. Et là, ça va poser des questions, notamment pour ceux qui ont connu l'ancien paradigme, qui étaient producteurs, qui d'une part peuvent se sentir dévalorisés dans leur qualification. Il n'y a pas longtemps, j'ai échangé avec un storyboarder qui disait pendant 30 ans, tout mon travail a consisté à essayer d'aligner ma main sur ma pensée. Voilà, j'ai quelque chose dans la tête et j'essaie de faire en sorte que ma main dessine ce que j'ai en tête. Et aujourd'hui, on me dit que mon métier maintenant, c'est de passer commande à une machine. On m'explique que comme je suis un spécialiste du storyboard, nul autre que moi peut aussi bien commander la machine, ce qui est peut-être vrai, mais maintenant je ne dessine plus, il se passe quelque chose dans la tambouille de la machine, et derrière on va me demander de vérifier, un peu comme avec le numérique, on fait de la post-production sur les images. Aujourd'hui je fais une post-production sur un travail que je ne réalise plus. Et il ne dit pas que ce n'est pas que ça n'a pas de la valeur. Il ne dit pas qu'il ne peut pas être expert de ça. Il dit juste que le métier tel qu'il est devenu ne l'intéresse plus au regard de ce qui a été son moteur professionnel. Et donc, on va avoir tout un enjeu de regarder comment on peut accompagner, sachant que les phénomènes ne doivent pas non plus être constatés à l'instant T. Les choses peuvent évoluer. Moi, j'ai beaucoup suivi dans une autre carrière les tourneurs-fraiseurs. Eh bien, eux aussi, ils sont passés d'un moment où ils mettaient une machine dans un étau et ils mettaient leurs mains dans la pièce à passer commande à une machine numérique. Et ce qu'ils ont expliqué, c'est que beaucoup d'experts de travail de la matière ne se sont pas retrouvés
dans cette transformation. Mais d'autres ont dit le métier est plus propre, le métier est moins douloureux. Et puis progressivement, ils se sont rendus compte que la machine ne faisait pas exactement ce qu'elle était supposée faire, que parfois la machine ne savait pas faire des choses, mais qu'on pouvait lui faire faire des choses pour lesquelles elle n'était pas programmée. Et en fait, ils ont développé progressivement des compétences expertes qui leur ont permis de trouver de la valeur dans l'expertise par rapport à ceux qui n'avaient pas cette maîtrise de la machine. Donc sur le temps, on peut aussi trouver de l'intérêt à cette transformation, là où à court terme, on peut se dire non, le métier tel qu'il est devenu n'est pas du tout intéressant. Merci beaucoup. On a déjà dépassé, donc je vais te laisser le mot de la fin très rapidement, Vinciane. Merci. Bon, tout d'abord, un grand merci à tous les participants du groupe de travail. Je pense que c'était absolument passionnant d'échanger avec vous et la diversité des points de vue. Peut-être comme mot de la fin, 3 choses à avoir en tête. La première, je l'ai déjà évoquée un petit peu plus tôt, c'est le 10-20-70, cette notion que si on veut transformer et réussir une transformation IA, 70% de l'investissement, 70% de l'effort, il doit passer par la gestion du changement, par l'évolution des processus. La deuxième chose, c'est 2 muscles que je pense absolument critiques pour les entreprises à développer dans les mois, dans les années qui viennent. Le premier, c'est un muscle d'expérimentation. On peut beaucoup théoriser sur l'IA, mais en fait, il faut être capable d'expérimenter en temps réel pour évidemment capturer la valeur, faire du A/B testing, mais aussi et surtout parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer auxquelles on ne s'attend pas. 2 petits exemples. Nous, on a fait pas mal d'études en interne sur l'effet de l'IA. On a observé que sur certaines tâches, l'IA améliorait la performance individuelle de 40%. Et pourtant, elle dégradait la performance collective de 20%. Donc cet effet de bord c'est un dilemme du prisonnier. J'améliore la performance individuelle de 40%, mais au final, je détruis la performance collective. Si on n'est pas capable de le mesurer à travers une expérimentation un peu rigoureuse des impacts de l'IA, on passe à côté et en fait, on détruit de la valeur sur le long terme. Un autre exemple, c'est on l'a vu dans certains call centers, on se dit c'est génial, on est en train de recentrer les téléconseillers sur les tâches à forte valeur ajoutée, on leur enlève toutes les tâches un peu faibles. Et en fait, on voit une dégradation totale du plaisir au travail et de l'engagement. La réalité, c'est juste que ces téléconseillers, ils se retrouvent épuisés. Parce qu'ils sont plus que sur des tâches à forte valeur ajoutée, mais du coup qui demandent une sollicitation intellectuelle extrême, et c'est plus tenable en fait comme métier. Donc il y a plein d'effets de bord comme ça, qu'on ne peut pas imaginer en avance tant qu'on ne l'a pas expérimenté, et je pense que les entreprises manquent aujourd'hui de cette capacité à mettre en place des expérimentations avec des protocoles rigoureux, un petit peu comme on le fait, j'imagine Yann, comme tu le fais au quotidien toi dans ton domaine. Dernier point, la capacité à redéployer. La réalité, on le voit, de façon plus ou moins forte selon qu'on est dans l'humain augmenté ou dans l'humain déplacé, le futur des rôles, des emplois va évoluer fortement. Ce qui va rester, c'est les compétences que détiennent les individus. Et aujourd'hui, très peu d'entreprises sont au fait au courant des compétences dont elles disposent en interne. C'est cette compétence qui, demain, va être un peu la clé de voûte qui va permettre de redéployer les gens dans des nouvelles occupations, dans des nouveaux métiers qui restent à définir. Comprendre cette compétence et créer cette capacité à redéployer les gens sur base des compétences, aller leur faire développer des compétences proches, c'est fondamental, et je pense qu'il faut du coup sortir d'une logique qui est très ancrée sur les rôles, où on essaie de protéger d'ailleurs les rôles, pour beaucoup plus passer sur une logique de compétences, comment on protège, comment on développe les compétences des individus pour les aider à mieux se redéployer. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, nous allons avoir femmes et numérique pour la prochaine commission. Merci beaucoup à tous.